Comment gagner l'UTMB? C'est une question immense que je me pose régulièrement quand je pense à l'Ultra Trail, non pas parce que j'ai l'ambition de gagner l'UTMB, ou quelque ultra que ce soit d'ailleurs, mais parce que c'est une question qui me fait réfléchir à plein de choses. En fait, c'est facile de se questionner sur comment améliorer sa vitesse ou comment mieux manger, mais comment performer sur une course, c'est encore une autre question, qui amène, je trouve, d'une part à décortiquer le plus de paramètres possibles de la performance sur une épreuve, pour réfléchir correctement à comment les améliorer, et d'autre part, ça amène à se questionner sur comment ces facteurs interagissent le jour J, quel est leur poids relatif de l'un et l'autre, et comment ils évoluent au cours du temps. Car sur un ultra, il s'en passe du temps, et ce qui permet de performer à 10 heures de course n'est peut-être pas ce qui permet de performer à 20 ou 30 heures de course. Du coup, cette question, elle me fait réfléchir, et les réponses que j'y trouve me font sans aucun doute progresser à titre personnel. Parce que si c'est certain que jamais je monterai sur la boîte à l'issue d'un ultra, les éléments qui amènent un ou une athlète sur cette boîte, ce sont globalement les mêmes que ceux qui m'amènent moi à atteindre mon meilleur niveau personnel. Parce que c'est ça la performance pour moi. C'est avant tout notre chrono par rapport à nous-mêmes, ce qu'on a réalisé le jour J par rapport à ce qu'on était capable de réaliser 1 an avant ou 2 ans avant. Marlène Giandolini, elle le disait dans l'épisode où je l'ai reçu, la performance c'est une démarche d'entraînement pour s'améliorer soi-même, c'est mettre en place ce qu'on peut, les ressources disponibles à notre échelle, pour être capable de donner le meilleur de nous-mêmes dans une tâche. Que cette tâche, ça soit courir quelques kilomètres ou faire le tour du Mont Blanc le plus vite possible. Donc c'est plus une histoire de démarche que de résultat. D'ailleurs, même les athlètes au plus haut niveau font ça. J'ai le sentiment, en reprenant mes épisodes au format rencontre, qu'ils et elles ne cherchent pas à gagner, mais à atteindre leur plein potentiel. Et il se trouve que leur plein potentiel, ça peut, dans leur cas, les amener en haut de la boîte. Mais c'est pas le but premier. Bref, je divague un peu. Pour répondre à cette question, comment atteindre son meilleur niveau sur un ultra, ce qui aboutit pour certains à gagner l'UTMB, je l'ai dit juste avant, il y a énormément de paramètres qui interagissent. Aussi, j'ai réuni plusieurs experts, tous plus compétents les uns que les autres, à savoir 2 entraîneurs, Christophe Mallardet et Adrien Séguret, 2 chercheurs, Guillaume Millet et Julien Louis, et un athlète qui s'y connaît en performance en ultra et en gagner l'UTMB, Ludovic Pomeray. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science, et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 1 au format table ronde. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast. Les montres Suunto, c'est celles que j'utilise dans toutes mes compétitions pour leur fiabilité. Et leurs Suunto Plus, comme Climb ou Race Nutrition, sont pensés pour nous accompagner dans ces épreuves XXL. Mais avant d'utiliser ces aides, je vous propose de mieux comprendre comment réussir ces ultras. Eh ben, salut Guillaume, Ludo, Christophe, Julien et Adrien. J'espère que vous allez bien. Salut alors qu'on discute déjà depuis quelques minutes, mais pour l'enregistrement, salut à tous. Déjà au nom du podcast, je vous remercie tous d'être présents et d'accorder du temps pour discuter de ce sujet. Je vais commencer, si ça vous va, par placer juste un petit cadre pour les auditeurs, pour qu'ils sachent de quoi on va parler, pour rappeler nous de quoi on va parler. Comme ça, ceux qui vont nous écouter seront à l'aise avec l'idée. En gros, le titre, c'est comment gagner l'UTMB. Et ici, on a évidemment tous gagné au moins une fois l'UTMB. Donc, on est tout à fait légitime pour parler de tout ça. Mais à part Ludo, qui n'a pas encore abouti ce projet. Et non, du coup, l'idée, c'était de parler sous ce titre, comment gagner l'UTMB. L'idée, c'était en fait de comment réussir ce type d'ultra avec un objectif de performance, que ce soit, par exemple, Ludo pour gagner l'UTMB, ou pour des auditeurs qui vont nous écouter, qui ont un objectif de faire vraiment le meilleur de leur performance sur ce type de course. Et je vous avais proposé qu'on se limite à des courses qui vont durer une trentaine d'heures, 30-32 heures max sur l'UTMB, c'est-à-dire pas 2 nuits dehors. Guillaume, tu voudras peut-être ajouter des choses là-dessus, mais j'avais l'impression qu'ajouter une 2e nuit, ça complexifiait un petit peu les discussions qu'on allait avoir. Donc voilà un petit peu le cadre de l'épisode et de ce dont on va discuter pour peut-être un peu mieux comprendre comment réussir nos ultras avec 2 chercheurs, 2 entraîneurs, et un athlète amateur en pleine ascension dans le monde du trail. Est-ce que ça vous dit, juste pour commencer, de vous présenter rapidement, juste en quelques mots pour les auditeurs qui éventuellement vous connaîtraient pas? Je vous propose un ordre alphabétique: Adrien, Christophe, Julien, Guillaume, Ludo. Et bonjour à toutes et à tous. Donc Adrien Séguret, entraîneur de trail et préparateur physique et coach de l'équipe de France de trail. Bonjour, Christophe Mallardet, coach de trail depuis une quinzaine d'années. Mon aventure de coaching, elle a démarré avec l'UTMB, avec Seb Chéniaud en 2009. Et puis depuis, c'est mon métier avec la société Fartlek.
Bonjour à tous, je suis Julien Louis, donc je suis professeur associé en nutrition et physiologie de l'exercice dans une université anglaise, Liverpool John Moores University. Ça fait une dizaine d'années. Et en même temps, donc j'interviens sur le terrain en tant que nutritionniste, en ce moment surtout avec des cyclistes professionnels. Quelques trailers aussi, on pourra en discuter, des très bons. Bonjour, Guillaume Millet, je suis physiologiste de l'exercice à l'université de Saint-Étienne et je suis un ancien coureur d'ultra qui n'a jamais gagné l'UTMB, mais qui était quand même ma course un petit peu fétiche qui m'a réussi. Donc, je suis ravi d'être là pour cette raison, pour parler des performances de l'UTMB et puis surtout d'être si bien entouré. Donc, merci pour avoir réuni ce casting, Thierry. Hello, donc Ludovic Pomeray, mon vrai nom. Donc, je suis jeune trailer professionnel depuis 3 mois. Et voilà, je suis principalement avec focus maintenant sur l'ultra. Juste avant de commencer dans les questions que j'aimerais aborder avec vous, je voulais juste faire un petit crochet, une mini parenthèse actualité, parce que Ludo, tu viens de gagner une petite course. Comment ça va à quelques jours de ta victoire, de ta deuxième victoire consécutive sur la Hard Rock 100? Oui, effectivement, petite course, parce qu'il y a 140 participants au départ, donc c'est petite course. Par contre, les métriques sont un petit peu différentes. Non, ça va bien, la récupération se passe bien. Ma fille s'occupe bien de moi pour bien m'étirer les quads en posant le carrelage, donc ça va, tout se passe bien. Et Ludo, t'as gagné au scratch ou t'as gagné en catégorie U50? Je me pose la question. Ouais, les deux, c'est bon. Écoutez, je vous propose qu'on commence avec les questions que j'ai à vous poser, parce qu'il y en a plusieurs. Alors heureusement, on a 2 épisodes pour aborder tout ça. Et je voulais commencer par un tour de table avec vous, pour vous faire répondre chacun à cette première question assez simple qui va être, je pense, la base des discussions qu'on va avoir par la suite. J'aimerais que vous répondiez à 3 questions, chacun à votre tour. Selon toi, quel est le facteur de performance sur l'UTMB? Si tu dois en garder qu'un seul, quel est le facteur de performance sur l'UTMB? Est-ce que ce facteur s'applique aux élites et aux amateurs? Et est-ce que ce facteur s'applique autant aux hommes qu'aux femmes? Je vous propose qu'on commence pas dans l'ordre que j'avais décidé. Ludo, est-ce que tu acceptes de prendre la parole en premier, selon toi, pour répondre à ces 3 questions? Ouais, alors tu parles de coureurs élites, en fait, de gens qui sont déjà dans la performance, quoi. Ouais. Un seul, je vais dire, mental. Est-ce que tu penses que c'est le même facteur chez les amateurs et les élites, ou est-ce que tu penses qu'il perd en importance selon le niveau? Non, moi je dirais encore plus chez les élites. Et quand on parle du titre là du podcast l'UTMB, justement le mental, il impacte, je pense, beaucoup en fait les élites liées à la pression qu'il y a sur cette course, quoi. Donc je pense que c'est une grosse partie en fait des échecs qu'il y a sur cette course, parce que de toute façon tout le monde arrive préparé dessus, mais ouais, la gestion de la pression, pour moi, elle amène beaucoup d'échecs. Et aussi, on pourra peut-être en parler avec Julien, mais pas mal du coup lié à ça, à mon avis, pas mal de troubles gastriques liés à ça, quoi. Et j'imagine que selon toi, le mental, c'est pareil, homme-femme, athlète, coureur ou coureuse, ça a le même poids? Ouais, homme-femme. Après, c'est un peu connu que beaucoup de femmes ont plus de mental que les hommes. Mais bon, ça, ouais, je pense qu'on pourra en reparler, mais ouais, je pense que c'est pour les deux, ouais. Guillaume, je te laisse prendre la parole sur ces 3 questions, le facteur et les 2 petites questions qui vont avec. Alors, le facteur, c'est pas facile, hein. Si on se casse le tronc à faire des modèles de performance avec théorie factorielle, ça fait qu'il y a une raison. Mais on va quand même jouer le jeu de ton podcast et de la question. Donc, je vais tricher pour répondre à la question et je vais dire l'endurance. Comme ça, derrière l'endurance, je peux mettre plusieurs facteurs et je peux mettre ce qu'a dit Ludo, effectivement, les aspects psychologiques, ça en fait partie. La résistance aux dommages musculaires, ça c'est un facteur clé pour moi et notamment pour les moins élites. Si je devais en retenir qu'un, quand même, ce serait celui-là pour répondre honnêtement à la question. Et puis, ça implique aussi les aspects troubles gastro-intestinaux. Donc, voilà, tu m'en tires en trichant un tout petit peu comme ça. Et alors, pour les élites et les amateurs, oui, je pense. Et du coup, les femmes sont un peu plus endurantes que les hommes. Alors, moi, ce que je vais dire, ça va des données scientifiques. On peut le dire d'entrée et ça va s'appliquer sur à peu près tout ce qu'on va dire. Les données scientifiques me sont publiées quasiment, sauf exception, que sur des non-élites.
Donc voilà, ça s'applique à la masse, c'est pas aux élites. Donc après, on peut toujours discuter, on va le faire, mais voilà, il faut garder ça en tête. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Déjà, je dirais, pour moi, il y a un seul facteur, c'est très difficile. Moi, j'en vois deux qui me sautent aux yeux. Le premier, c'est la capacité, en effet, à encaisser les dommages musculaires. Je pense que c'est capital. Et le deuxième, parce que c'est vraiment ma partie aussi, et on l'a beaucoup étudié, je pense que c'est la capacité simplement à s'alimenter du début à la fin de l'épreuve. En connaissant qu'en effet, il peut y avoir une certaine occurrence de troubles gastro-intestinaux qui augmentent avec la durée d'effort. Et ça, ouais, faut vraiment s'y préparer. Ça peut être un vrai challenge. Et amateur, élite et homme-femme, pour toi, c'est pareil? Ouais, c'est pareil, en effet, ouais. Ouais, bah, passer après trois recommandations, je vais pas faire du nouveau, hein. Je pense que je rejoins, surtout Ludo, sur l'aspect, psychique et physique, fraîcheur physique. Bon, si je devais reprendre un autre, je prendrais la fraîcheur physique. Et, surtout que, l'UTMB, contextuellement, c'est toujours, fin d'été. Tout le monde est tout juillet, août dans la montagne et avec l'envie de bien faire. Et je pense que souvent on est un peu dans le trop est un peu l'ennemi du bien. Et je trouve que cette course a beaucoup de déchets au niveau des élites. C'est-à-dire qu'à Courmayeur, il y a quand même déjà beaucoup de DNF. Et c'est toujours, ça existe depuis 10 ans, hein, depuis 15 ans. C'est tous les ans le niveau augmente, mais tous les ans le déchet est le même à Courmayeur. Et c'est lié, hein, le psychique et le physique, mais effectivement cette vigilance d'arriver vraiment reposé, d'avoir vraiment récupéré aussi sur le plan musculaire pour pouvoir être actif. Donc moi j'accorde une grosse importance à ça. Donc c'est aussi l'activation de l'été, mais c'est aussi comment la saison elle se construit pour pas arriver en bout de course fin d'été. Donc c'est qu'est-ce qu'on a fait au printemps, comment on a récupéré entre le printemps et l'été. Donc c'est toute cette articulation pour moi qui est vachement importante. Et j'ai le sentiment quand même que beaucoup arrivent en bout de course et le pic de forme est déjà passé quand ils arrivent fin août et ils sont un peu démobilisés, quoi. Adrien, je te laisse conclure. Ouais, c'est compliqué. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Non, c'est vrai que moi, j'ai vu qu'on pouvait tricher un petit peu, donc du coup, je vais continuer, mais je vais prendre vraiment deux, c'est-à-dire que je suis assez basé sur le côté résistance musculaire, qui pour moi est très très importante, la résistance excentrique, parce qu'on entend souvent l'UTMB c'est roulant, mais j'ai pas l'impression que ça sort de la bouche de ceux qui ont couru l'UTMB. Donc, il y a quand même 10 000 de positifs et surtout 10 000 de négatifs à passer. Donc, cette résistance musculaire et excentrique est très, très importante. Et comme le dit très, très bien Christophe, c'est ce côté aussi fraîcheur, en fait, fraîcheur physique et mentale, de pouvoir justement ne pas trop en faire, en fait, et d'arriver frais, parce que c'est une course qui demande surtout, comme disait Christophe, surtout sur les élites qui apporte beaucoup de pression et où tout le monde veut en faire beaucoup, tout le monde se met la pression sur cette course. Enfin, beaucoup se mettent la pression sur cette course et c'est vrai que c'est souvent un facteur de DNF en fait rapidement. Donc c'est vrai que cette fraîcheur, je pense qu'elle est cruciale en fait sur l'UTMB, et que ça soit pour les hommes et pour les femmes et pour les amateurs également, parce que c'est souvent, même pour les amateurs, c'est vraiment l'objectif de l'année, voire l'objectif d'une vie pour certains, et ils vont se mettre énormément de pression en fait pour cette course, pour préparer cette course, et souvent ils arrivent déjà entamés par la préparation. Je pense que c'est une grosse erreur du coup. Faites là-dessus. Pour mettre ma casquette d'entraîneur juste 2 secondes, j'ai quand même, je crois, 50% des athlètes que j'entraîne, ils ont objectif UTMB, et ça se construit sur 2, 3, 4 ans avec aller chercher des stones et faire en sorte d'arriver à cet objectif du coup à long terme. Donc quand tu parles de construction sur du long terme pour arriver à cet objectif d'UTMB, je pense que c'est une réalité. Je me posais une question, je ne sais pas si vous avez la réponse peut-être, mais ayant travaillé dans différents sports, vous l'avez peut-être. Est-ce que dans d'autres sports qui ont des échéances aussi importantes que l'UTMB aux yeux des sportifs, au regard des sportifs, comme par exemple des sports avec des Jeux Olympiques, qui participent aux Jeux Olympiques ou au Tour de France pour Julien, est-ce qu'on observe autant de taux de blessures à l'approche de cette énorme échéance dans les autres sports? Est-ce que c'est spécifique à l'UTMB, ce fait d'arriver au trail, je veux dire, d'arriver aussi cassé? Est-ce que sur les JO, on voit pas autant d'athlètes qui pètent juste avant leur échéance, qui est l'échéance d'une vie quasiment? Moi, je parle pas de taux de blessure. Moi, je parle plutôt d'une prépa et qu'est-ce qu'on y fait dans la course. Et en fait, c'est
le grand écart entre ce qu'on a fait, qui est une préparation tout à fait. Moi, j'ai vu beaucoup d'athlètes qui ont fait des prépas tout à fait respectables et sur lesquels il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais en fait, comme disait un peu Ludo, c'est comment ça dévie le jour de la course par l'enjeu, par le départ qui est rapide, par l'attente, par la saisonnalité du truc. Donc, mais ça, ouais, ça se trouve. Performer, c'est aussi une habileté à être là le jour J, quoi. Donc, à faire l'abcès psychique dont parle Ludo, évidemment, c'est une compétence d'athlète de haut niveau. Donc, ça se passe au JO, ça se passe au Tour de France, ça se passe sur des moments à l'instant T. Donc, on le voit dans tous les sports, évidemment. Mais la blessure, je sais pas, ce serait intéressant d'étudier. Excuse-moi, je t'ai coupé, Guillaume. D'étudier les DNS, quoi, par rapport à une liste. Mais moi, j'arrive à amener quand même, bon an, mal an, j'arrive à amener tout le monde au départ d'un UTMB, quoi. C'est pas ça l'enjeu. Ouais, je voulais dire, je pense qu'il faut différencier, puisque Cyril, tu parlais de la pression que se mettent les amateurs, mais je crois que c'est pas la même que les élites. C'est une des particularités de l'UTMB, au-delà du fait que ça soit un objectif important pour les sponsors, etc. C'est la densité, je pense, de coureurs, et du coup, le départ qui est plus rapide, etc. Et du coup, comme il y a beaucoup de coureurs d'élite, derrière, il y a aussi, je pense, beaucoup de DNF, parce que les mecs, ils sont plus dans le top 10, etc. Et du coup, voilà, quel est l'intérêt de continuer une course quand t'es plus dans tes objectifs, et quand t'as plus de concurrence, forcément. Donc, alors que les amateurs, bah oui, ils se sont mis la pression, etc. Mais derrière, si c'est pour terminer dans leur temps, etc., c'est quand même pas tout à fait la même chose, hein. Pas du tout, même. Après, la quantité d'abandon et les départs trop rapides, tu vois, l'an dernier, il y a eu énormément d'abandons sur l'UTMB. Ludo, je pense que tu l'as vu largement. Et pourtant, je crois que c'est un des UTMB qui est parti pas les plus lentement, mais par exemple, j'avais regardé un peu les allures. Je crois que jusqu'à Courmayeur, c'était quand même plus lent que les autres années. Donc, des fois, c'est peut-être aussi lié du coup à ce que Christophe disait, c'est-à-dire pas forcément ce que tu fais sur la course elle-même, mais ce que tu fais en amont et dans quel état t'arrives, parce que tu vois, l'an dernier, c'est quand même parti pas très rapidement, j'avais l'impression. Enfin, plus rapide, plus lentement que d'autres années. Ok, si tu le dis au chrono, moi, c'est pas mon ressenti, mais peut-être parce que chaque année, j'ai un an de plus. Enfin, comme tout le monde, remarque, mais bon. Ouais, moi, c'est pas le sentiment que j'ai eu non plus. J'étais à Champais, moi, c'est pas le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu passer les athlètes, hein. Je trouvais qu'il y avait déjà une intensité incroyable, quoi. Ouais, bon, c'était une parenthèse qui n'était pas cruciale. Adrien et Christophe, pardon, j'aimerais revenir un petit peu du coup sur le côté entraînement avec les facteurs qu'ont soulevé Guillaume et Julien. Par exemple, là, et que tu as mentionné également, Adrien, par exemple, la résistance aux dommages musculaires, si on commence par cette entrée-là. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose que vous mettez en place régulièrement dans l'entraînement avec vos athlètes? J'imagine que oui, puisque c'est quelque chose que tu as soulevé également, Adrien. Sous quelle forme vous le mettez en place? Comment est-ce que ça se traduit, ça, réellement, dans l'entraînement des athlètes élites et le haut du panier des amateurs? Alors déjà, ça va dépendre un petit peu aussi où vivent et comment peuvent s'entraîner, la possibilité de s'entraîner en fait de chaque athlète. Ça, c'est vraiment important. Moi, c'est vrai que je vais avoir un travail en salle, du coup aussi de musculation là-dessus, de prise de force, de prise de force excentrique aussi. Après, on a des athlètes aussi qui peuvent être en montagne beaucoup plus que d'autres. Donc, c'est sûr que si on habite vraiment dans un pays complètement plat, mais du coup, le passage un peu en salle ou sur des week-ends vraiment des gros week-ends de 3 jours, d'aller faire des week-end shocks un petit peu en montagne pour pouvoir justement travailler vraiment ce côté montagneux. Mais après, sinon, ça va être un travail également en salle ou du travail spécifique. Mais sinon, après, pour tous ceux qui ont la chance d'habiter sur des endroits qui sont un peu plus vallonnés ou voire montagneux, ça va être beaucoup de travail en fait sur le terrain. Et donc là-dessus, ça peut être sur 2 choses. Ça peut être sur l'endurance musculaire en fait en montée. Déjà, on peut le travailler sur des répétitions de montée. On peut le travailler sur des montées avec en lestant aussi le sac. Ça peut être intéressant. Quand il y en a, je sais pas, un dans le couple qui avance un peu moins bien que l'autre, et ben du coup, ça peut faire des sorties à 2 avec un élastique. C'est toutes ces choses-là qui peuvent être intéressantes.
Et pourquoi pas, du coup, si on travaille en fait sur cette endurance musculaire plus concentrique, d'avoir des redescentes en fait avec les téléphériques. Donc de travailler que là-dessus, au moins c'est moins traumatisant, on peut mettre plus de volume, mais travailler sur l'endurance musculaire. Et à contrario aussi, travailler sur des séances vraiment spécifiques de descente. Et dans ce cas-là, justement, d'avoir un physio relativement bas, c'est-à-dire en ne faisant pas les montées, mais en travaillant vraiment que sur les descentes. Et du coup, de monter en téléphérique et de faire vraiment les descentes en excentrique. Mais ça, en y allant justement de manière, par contre, très progressive, parce que forcément, c'est quelque chose qui est très coûteux au niveau musculaire et qui peut, au niveau tendineux, hein, donc et articulaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais par contre, ce gros travail excentrique en fait va avoir énormément de poids dans la balance pour pouvoir tenir justement les 10 000 de négatifs d'une course comme l'UTMB. Donc je pense que tout ce travail-là en fait qui va être en montagne va être très important. On le travaille également sur des sorties longues. Quand les athlètes vont faire des sorties longues, on peut placer aussi toutes les plats, toutes les côtes à vraiment en endurance fondamentale, en endurance de base. Et par contre, de fluidifier un petit peu plus les descentes, c'est-à-dire les descentes sans arrêt. On s'arrête pas au milieu pour attendre le copain ou la copine, mais par contre, on fait vraiment des grands traits de descente en essayant d'accélérer, sans que ce soit du sprint, mais en essayant justement d'avoir cette composante en fait de travail excentrique. Et ça, en fait, ce n'est pas très très coûteux vraiment au niveau physio, parce qu'on n'est pas très haut cardiaquement, on puise pas trop. Mais par contre, au niveau musculaire, on va justement s'habituer à pouvoir demander en fait une grosse charge excentrique en fait au corps. Donc ça, je pense que ça peut être très intéressant. Donc je pense qu'il y a ce travail en fait que l'on va avoir si on a la chance de pouvoir habiter dans un endroit un peu plus montagneux. Et puis sinon, de composer avec si on habite dans un endroit plus plat, l'endurance musculaire en concentrique qui peut être travaillée en vélo, tout simplement, parce que le vélo, faut pas oublier qu'on est exclusivement en concentrique. Donc, on peut faire un gros travail en fait en concentrique en vélo. On peut avoir ce travail excentrique aussi en salle et après d'avoir cette répétition aussi de montée-descente que l'on peut avoir sur certains lieux d'entraînement. Mais je pense que de travailler, ça serait un petit peu mes recommandations là-dessus pour cette résistance excentrique, pour cette résistance musculaire. Ouais, juste une question justement, Adrien, pour l'excentrique en salle. Ça représente quoi? Parce que j'ai l'impression qu'on peut... Enfin, moi, je fais pas de salle, hein, je fais pas de préparation physique, donc à part les travaux, mais comment t'entraînes en fait l'excentrique en salle? Mais tout simplement en fait en ayant des mouvements en fait qui sont des mouvements excentriques, c'est-à-dire en fait d'aller dans le sens contraire que ce qu'on a l'habitude d'aller quand on va en général en salle. En général, quand on va en salle, on pousse en fait de la charge. Et là, le but du jeu, en fait, c'est résister contre l'allongement musculaire. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va mettre plus lourd que ce que l'on est capable normalement de pouvoir porter, mais par contre en résistant au maximum à l'allongement musculaire. Donc, c'est-à-dire que, je te prends un exemple, par exemple, si tu es sur une très très basique, sur une presse, du coup pour les jambes, tu es sur ta chaise, tu es assis ou tu es couché sur ta presse, suivant l'inclinaison de ta presse, et tu vas mettre une charge lourde où tu ne vas pas tu vas pas pousser en fait ta charge parce que surtout qu'elle sera trop lourde, tu pourras pas la pousser. Mais par contre, tu vas résister en fait pour ne pas finir avec les genoux dans les oreilles, en une seconde. Donc c'est vraiment, tu vas essayer de résister complètement. Donc tu résistes contre l'allongement musculaire pour pouvoir justement provoquer en fait cette résistance et cette force excentrique. Et donc tu vas pouvoir reproduire. Après, bien sûr, ça va être accouplé avec de la pliométrie, par exemple, pour pouvoir avoir ce spécifique un petit peu plus à pied. Mais tout ce travail, en fait, cette charge excentrique va être intéressante. Donc là, par exemple, plutôt, sur le carrelage, tu peux t'amuser avec le carrelage dans les mains, à pouvoir justement te baisser de manière assez lente et de lutter contre cet allongement musculaire. Alors, je sais pas si cette semaine, après l'hard rock, c'est très conseillé, mais par contre, c'est tout ce mouvement-là en fait de lutte contre l'étirement musculaire qui est en fait la force excentrique. Juste une remarque, on peut intervenir à tirer. L'idée, c'est qu'on discute entre nous, et on peut se guider, mais quand même, c'est un peu l'intérêt autour de ce genre de table ronde. Une remarque et puis une question. La remarque, c'est de dire, évidemment, il l'a pas dit Adrien, mais je sais qu'il le fait. Attention quand même pour les gens qui nous écoutent et qui seraient un peu moins experts en musculation. Évidemment, on commence pas par l'excentrique, donc c'est quelque chose qui est très
par définition, c'est très lourd, très potentiellement inducteur de blessures. Donc, bien sûr, il y a tout un cheminement avant d'arriver à ce type de travail. Et la question, c'est globalement, tu fais sur quel type d'exercice? En gros, est-ce que c'est plutôt sur genre squat en bipodal ou est-ce que tu fais plutôt genre sur des presses où tu vas pousser avec tes deux jambes, retenir sur une jambe? C'est quel autre type de musculation? J'imagine évidemment que c'est surtout sur les quadris, enfin sur les extenseurs des membres. Ouais, je vais essayer de le faire travailler sur des mouvements relativement globaux. Mais ce qui est très, très intéressant, justement, si on pousse un petit peu plus là-dessus, parce que quand on est à faire de la force excentrique en musculation, c'est qu'on a, comme tu dis, Guillaume, déjà une certaine petite expérience en musculation. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de voir s'il y a des dissymétries, un petit peu aussi droite-gauche sur quand on va venir tester. Alors déjà, il y en a, ça se voit déjà à l'œil nu. Ça c'est clair sur certains athlètes, mais on peut justement sur des tests en fait de musculation, sur les tests de force, on peut voir en fait cette dissymétrie là et on peut axer certains mouvements de musculation de manière bipodale, de manière unipodale si on a des dissymétries en fait chez un athlète. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai un athlète qui a assez dissymétrique là-dessus où là sur les 2 dernières séances que l'on a fait, on a travaillé exclusivement en unipodal pour être sûr en fait que on arrive à combler un petit peu justement ce déficit et qu'on arrive à regagner en force du côté un petit peu plus faible. Donc j'ai envie de dire, j'ai pas de règle moi là-dessus à se dire il faut absolument faire un bipodal ou un unipodal. Ça peut dépendre aussi un petit peu des athlètes et de la faiblesse de chaque athlète. Après, bien sûr, au niveau logistique, c'est beaucoup plus simple de travailler l'excentrique en unipodal qu'en bipodal parce que ça permet, comme tu le précises, Guillaume, de pouvoir pousser à 2 jambes, par exemple, si on prend l'exemple de la presse, pousser à 2 jambes et retenir une jambe. Là, c'est beaucoup plus simple. C'est sûr que si on parle de mettre 120% de rep max à retenir, forcément, on ne peut pas la relever. Donc, soit on a 2 personnes sur les côtés qui permettent de relever, de nous aider pour relever la charge, soit on monte à 2 jambes et on retient à une jambe. Voilà, donc ça, c'est l'exercice beaucoup plus simple. On peut le travailler sur des leg extensions, on peut le travailler sur des leg curls, donc pour les quadris et ischio, chaque fois agoniste, antagoniste. Sur plusieurs choses comme ça. On peut même travailler sur des hip thrusts, donc pour travailler toute la chaîne postérieure en unipodal également. Donc monter bipodal, descente unipodale. Toutes ces choses-là, en fait, vont se travailler en unipodal et donc du coup, c'est beaucoup plus simple de faire en solo. Et donc du coup aussi des fois moins risqué avec moins de charge en fait que si on le travaillait en bipodal. Donc c'est une bonne manière de pouvoir rentrer dans l'excentrique en fait de ce travail unipodal. Maintenant qu'Adrien a expliqué ce qui pour lui est un facteur de réussite en ultra, j'aimerais vous parler d'un partenaire qui permet au podcast Courir Mieux d'exister, Wise. Wise, c'est une équipe de passionnés d'ultra trail qui s'engagent pour développer du matériel durable, éco-responsable, avec un impact environnemental réduit, et du matériel qui répond à nos besoins sur le terrain pour ces efforts de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Un de leurs produits que je trouve particulièrement adapté à des courses comme l'UTMB, c'est le sac Sherpa Max. Il offre 12 litres de portage, une stabilité remarquable et une accessibilité à la majeure partie de l'équipement sans avoir à enlever le sac. Il propose 7 poches, dont 2 grandes à l'avant pour avoir rapidement accès à ce dont on a besoin comme la nutrition, et son rangement des flasques par le côté facilite les choses au ravitaillement. Je vous invite à le découvrir grâce au lien disponible en description de cet épisode, et maintenant écoutons ce que Christophe Mallardet considère comme central pour réussir en ultra. Super, c'est très clair ce que tu as développé, Adrien. Christophe, est-ce que tu veux prendre la parole du coup sur comment est-ce que tu mets en place par exemple sur le terrain les éléments de performance de l'UTMB que tu pourrais, qu'on a discuté jusqu'ici? Ouais, sur le plan musculaire, alors la différence avec Adrien, c'est que moi je fais pas de prépa physique en salle avec les athlètes. Donc certains de mes athlètes le font, mais s'ils le font en salle, ils font avec un préparateur physique. Mais globalement, je donne plutôt des exercices de prépa physique avec au poids du corps sur l'année et en respectant une chronologie de travail isométrique, travail concentrique, excentrique, pliométrique. Je travaille beaucoup, j'ai quasiment chaque semaine une séance de plio sur des sauts contre sauts, etc.
Donc ça, c'est, on va dire, c'est un travail de prépa physique générale sur une semaine. Effectivement, de ce que disait Adrien, la différence, c'est quand même où habite la personne et la possibilité de faire des longues montées et des longues descentes. Donc bon, après, si on parle des élites aujourd'hui sur l'UTMB, tout le monde est quand même un peu dans les montagnes et il y a très peu de coureurs de plaine qui performent sur l'UTMB. Mais en tout cas, dans le milieu du peloton, il y a quand même beaucoup de gens. Moi, je suis de Bretagne, hein, donc du Grand Ouest, de Paris, qui déboulent quand même sur ces épreuves. Donc, il y a une vraie particularité à faire des plans d'entraînement différenciés par rapport à ça. Et pour revenir sur l'histoire de la plaine, même si moi je travaille beaucoup sur du travail on peut aussi parler du myocross, c'est-à-dire ce que Lacroix a développé, un exercice en bas ou en haut de la bosse, et puis redescendre en courant, etc. Faire du up-down, mais finalement, à un moment donné, quand même, pour travailler cet aspect, il faut aller en montagne, quoi. Faut aller en montagne, et puis il faut faire des longues séquences de descente et des longues séquences de montée. Alors moi, je suis moins inquiet sur les montées au final, parce que pour moi, quand on a fait ce travail, on a quand même plutôt des moteurs, et c'est plutôt des gens qui sont endurants. Monter, c'est plutôt une histoire de pacing, et plutôt une histoire de technique bâton, puis finalement, bon an, mal an, tout le monde arrive en haut assez facilement, mais la descente, c'est un vrai facteur de différenciation entre des athlètes, entre la capacité à tenir la descente, l'économie de course à mettre en place pour préserver son capital musculaire, parce qu'il y a aussi une histoire d'avoir le même capital en salle sur de la presse ou sur les exos, mais comment on le dilapide en une descente ou en 3 descentes, quoi. Voilà. Et donc, de ce que je retiens, par exemple, de ce qu'Adrien et que moi j'utilise aussi, effectivement, les randos courses, c'est un bon outil c'est-à-dire être plutôt très régulier et très économe sur les montées, se mettre vraiment en mode ultra, ce que font peu de gens. C'est-à-dire que souvent, les gens font des montées rando courses assez rapides, qui sont hors zone par rapport à un ultra. Donc, c'est pour ça aussi que parfois on se trompe dans ces allures d'entrée de jeu sur un ultra, c'est parce qu'on est déjà tous les rando courses, on les pratique sur des intensités trop hautes. Mais par contre, poser une réelle intention dans les descentes et ne pas hésiter à être un peu plus engagé qu'on pourrait. En tout cas, si on devait comparer l'engagement entre la montée et la descente, plutôt jouer de l'engagement dans la descente, essayer de trouver être assez fluide, travailler justement cet aspect excentrique qu'on n'aura pas l'occasion de travailler, en tout cas aussi bien à d'autres moments. Donc moi je pense que pas toutes les randos courses, mais il y a des randos courses où c'est intéressant de le mettre en place. Et puis il y a aussi aussi un aspect technique dans la descente qui est vraiment une représentation de la technicité d'un athlète à l'autre qui peut faire que le capital excentrique il est vite dilapidé. Donc c'est aussi comment on appréhende chez son athlète cette difficulté à rentrer dans le technique, ou cette capacité à courir vite sur la DFCI, ou au contraire d'être bloqué sur la DFCI mais très technique. Enfin voilà, il y a plein de. Donc ça c'est toujours intéressant d'aller aussi faire même parfois du travail. Moi je l'ai fait. Par exemple, ce week-end, on est en stage, on va faire un atelier spécifique descente, pas tant pour travailler l'aspect technique et excentrique, que travailler aussi l'aspect visualisation, et puis être capable aussi de changer de registre de foulée, parce qu'il y a aussi une histoire de quelle typologie de foulée en fréquence, en amplitude, comment je suis capable de changer de braquet, typique comme un cycliste, d'avoir plusieurs pignons et plusieurs registres de course dans une descente. Donc ça, c'est toujours intéressant à mettre en place. Et les up-downs, c'est intéressant, mais si la down, c'est toujours la même descente, on a vite pigé la piste idéale qui fait qu'on ne change jamais de foulée, en fait. Et donc, on est sur une compétence unique. Donc, souvent, c'est intéressant de faire changer et de développer ces aptitudes de lecture de terrain. Et finalement, d'accorder, en fait, c'est à un moment, là, à la fin, à l'UTMB, on doit être capable, sur l'aspect musculaire, d'accorder à la fois l'aspect technique et l'aspect force, quoi. Donc, on amène de la force à l'entraînement, mais c'est quoi Pirelli, sans maîtrise la puissance derrière, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut être hyper fort excentriquement si on sait pas descendre, et ou au contraire on utilise trop sa force au départ, ça ne servira pas à grand chose. Donc il y a quand même un aspect à tenir sur le long, et ça pose aussi une réelle intention. C'est-à-dire que quand on bascule, comment on bascule dans la descente et qu'est-ce qu'on va faire de cette descente, avec l'enjeu de est-ce qu'on reste dans le groupe, est-ce qu'on laisse filer pour revenir sur le plat derrière. Enfin voilà, il y a tout un aspect tactique. Mais autrement, globalement, oui, c'est prépa physique générale, travailler les différentes filières de contraction, et puis après quand même être sur le terrain. Alors ceux qui sont en plaine, forcément,
un passage obligatoire en montagne, je dirais 1 fois ou 2. Et puis quand même la course préparatoire ou les courses préparatoires qui servent pour moi essentiellement à ça, quoi. Enfin, dans les aspects que Julien a donné sur l'aspect aussi alimentaire, moi une course préparatoire pour l'UTMB, c'est tu valides le fait que toute la tactique hydratation, alimentation, elle est ok et que c'est une répétition générale et voir les ajustements. Et puis sur l'aspect musculaire, comment t'as digéré, et même si c'est un peu difficile, c'est pas grave, on a une marge de manœuvre jusqu'à l'UTMB, mais on voit aussi, on fait un point sur l'état musculaire et ce qu'il reste à faire pour être prêt pour un 100 miles. Voilà. On va avoir tout un moment dédié à la nutrition. Ludo, vas-y, parce que j'ai une question pour toi après. Ouais, non, mais juste, c'était très complet, bien intéressant, Christophe. Pour moi, il y a juste un point qui n'a pas forcément été abordé. Tu parles de lecture de terrain, tout ça. Enfin, ça c'est cool. Juste, en fait, la capacité à arriver à se relâcher dans la descente. Justement, à pas être contracté tout le temps. Et ça, je trouve, c'est super important. Si on arrive encore en fin de course à faire des descentes où on est relâché, bah voilà, c'est que. Ouais, je pense que c'est des habiletés mentales. Je connecte ça assez vite à des habiletés mentales, c'est-à-dire essayer de tu vois, souffler, respirer, se trouver en forme de glisse. Enfin voilà, quand je parlais de visualisation, c'était aussi un peu ça, retrouver des postures de glisse, de descente qui font qu'à un moment on se libère, qu'on se relâche. C'est aussi comment on démarre la descente. Souvent, on démarre vite, on prend le groupe, on se prend 2 boîtes ou on se prend 4 glisses et derrière, on est paralysé sur l'ensemble de la descente. C'est comme si on aborde la descente avec confiance, on prend les premiers lacets, on se met dedans, on change de contraction musculaire. Pour moi, il y a des réelles bascules à faire entre le up et le down qui demandent une adaptation de quelques minutes pour vraiment se plonger et rester efficace et poser une réelle intention. Et souvent, on la pose pas, la réelle intention. Et aussi sur l'aspect alimentaire, enfin, peut-être que Julien t'en parlera, mais je pense que est-ce qu'on mange en montée, est-ce qu'on mange en descente, comment on bascule sur les deux, ça c'est important. Bon, enfin là, on dévie sur plein de choses, mais finalement, on fait 2 courses, quoi. On fait la course des montées et la course des descentes, quoi. Pour la descente, si je peux prendre la parole. Effectivement, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Christophe sur les aspects mentaux. Après, je pense que les qualités intrinsèques de descendeurs qui peuvent se travailler, mais qui sont, à mon avis, surtout dépendantes aussi de ce que tu as fait en étant jeune. C'est-à-dire, en gros, tu prends les Dawa Sherpa, les Kylian Jornet, etc., qui sont des vrais montagnards et qui ont pratiqué la montagne depuis tout petit. Je pense que ça fait vraiment une différence. Ça se voit pas forcément à l'œil, c'est pas forcément, enfin, encore que, moi, je pense qu'on peut le voir. Mais c'est la même chose que quand tu as un skieur de fond, qui est né sur les skis, ou par rapport à quelqu'un qui est venu sur le ski très tard. Oui, tu peux avoir un assez bon style, mais tu n'auras jamais la finesse du geste. Et je pense que pour la lecture du terrain en descente, etc., je pense qu'il y a vraiment aussi... Ah ouais, je suis 100% d'accord. C'est là qui est important, à mon avis. Après, ça ne veut pas dire que ça ne se travaille pas. Et le fait d'aller habiter à la montagne, comme Mathieu Blanchard, par exemple, qui est venu habiter à la montagne, c'est pas que pour faire du dénivelé négatif, c'est aussi pour pouvoir faire du ski de fond, du ski de rando, etc. Et du coup, travailler aussi ces trajectoires, ça travaille aussi à travers d'autres sports et pas seulement la course à pied. Julien, tu voulais compléter ? Ouais, j'avais une petite question supplémentaire pour les coachs et les coureurs, du coup. Vous avez parlé de départ rapide à l'UTMB. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, ça ? Et puis aussi, le mental, le côté un petit peu stressant aussi à l'approche de la course, vous en avez beaucoup parlé, c'est revenu chez tous. Il y a des choses qui sont mises en place par rapport à ça aussi ? Ou est-ce que vous faites l'appel à des aides extérieures ? Alors, je crois qu'Adrien, il travaille avec ses athlètes, surtout le sprint final dans la dernière ligne de Chamonix pour prendre la 3e place. Spécifiquement. C'est petit, ça, Cyril. C'est vrai qu'il y a eu un sprint d'anthologie là, sur le 90 du Mont Blanc. Mais voilà, bon, ça a choqué certains sur ce soi-disant esprit trail. Voilà, bon, comme je dis, hein, tu démarres à la ligne, tu finis à la ligne. Hein, on n'a jamais pourri un cycliste qui a jeté le vélo pour mettre le boyau voilà, sur la ligne. Ça fait partie du truc. Hein. Si quand Alaphilippe il lève les bras avant la ligne, il se fait passer dessous, on se dit oh quel couillon. Ben là, pourquoi c'est celui qui passe dessous qui est traité de couillon en fait. Donc du coup, voilà, moi je dis ça se finit à la ligne. Pour l'un, il a bien fait. Donc du coup, pour répondre à la question de Julien, c'est vrai que du coup, vu que j'ai la parole, mais les départs, des départs rapides comme ça, tu ne travailles pas spécialement vraiment le départ. Après, moi, comme je dis toujours, on travaille quand même la vitesse parce que c'est du trail running, on fait pas du trail walking en fait. Et du coup, on a quand même des coureurs en face. Et à un moment donné, il faut que ces coureurs, c'est pas spécialement que ça soit
le plus rapide de Strava. En fait, on s'en fout. C'est surtout qu'en fait, ça soit un coureur qui soit en aisance quand ça va vite. Et c'est ça qu'il faut vraiment bosser. C'est de se dire quelle est la manière d'avoir le plus faible coût énergétique quand il y a de la vitesse en fait sur la course. Donc souvent la vitesse sur la course, elle se fait au début, surtout sur un ultra. Mais justement, c'est de pouvoir dépenser le moins possible en fait d'énergie quand tout le monde démarre vite et qu'on est obligé un petit peu de partir un petit peu dans le train. Donc tout ce travail-là, oui, il se travaille par un certain travail de vitesse, un travail de tempo, d'aisance à haute intensité. Ça, il se travaille. Après, je pense qu'il y a aussi tout ce travail mental, comme tu commençais à l'amorcer, Julien, mais c'est ce travail mental. Alors ça, il peut s'aborder des fois avec le coach qui peut arriver à trouver les mots avec certains athlètes, et je dis pas avec tous. Moi, ça me dérange absolument pas quand justement un athlète me dit mais est-ce que tu crois que ça serait bien que je vois un petit peu sur un prep mental et tout. Je trouve ça très très bien. En fait, je pense qu'on a tous des compétences et il faut pas croire que on a toutes les compétences. Et ça, c'est vraiment différent. Donc je pense que d'avoir des personnes référentes aussi en tant que coach, d'avoir des personnes référentes sur la prépa mentale, je trouve que ça peut être très très intéressant. Donc voilà, je trouve que moi j'ai toujours un petit peu abordé cet entraînement plus en équipe que dire c'est moi qui entraîne cet athlète. Non, je pense qu'il y a une équipe autour et avec des personnes qui ont des très très bonnes références sur chaque domaine, et c'est une équipe qui entraîne l'athlète à la haute perf. Je me posais en fait la question vis-à-vis du départ rapide, en fait, du caractère potentiellement déstabilisant. Mais du coup, j'imagine que voilà, vous en parlez et ils sont prêts à partir vite, en fait. Mentalement aussi, ils sont prêts à partir vite. C'est pas déstabilisant au final. Ouais, bah après, ça, selon les... Bon, là, par exemple, y a François qui sera au départ, qui est dans la montagne, qui vient de Nolan, qui crapahute que dans le Beaufortin sur du technique. Il faut se remettre à courir vite avec de l'aisance, quoi. Sinon, c'est un peu agressif quand même comme départ. Donc, il y a forcément... il y a quand même à switcher sur l'aspect, prendre cette spécificité du départ rapide jusqu'au compta, c'est quand même important de la prendre en compte. Mais maintenant, comme le départ de la Réunion, finalement, qui a asphyxié tout le monde l'année dernière. Donc, c'est aussi comment prendre en compte ça, à la fois sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan, comme dit Adrien, sur le plan aisance de course, pour qu'à un moment, on ne subit pas d'entrée de jeu et qu'on soit dans le dur. Donc, si on peut s'accorder au moins sur une forme d'aisance ou de maîtrise dans son allure jusqu'au compta, c'est quand même bonnard pour pouvoir faire la suite. Mais pour certains, c'est moins agréable que d'autres, mais c'est pas grave, ils vont se retrouver sur d'autres compétences derrière. Et pour l'aspect mental, je partage un peu l'idée d'Adrien. Moi, je m'attache toujours à savoir si la personne au départ du TMB, elle est dans son projet ou elle est dans un projet versus quelqu'un. Voilà. Et en fait, la plupart des gens, quand ils démarrent, quand je demande qu'est-ce qu'ils comptent faire sur cette course, ils me parlent toujours de chrono, de top 10, de top 15, de top 20. Et en fait, il est toujours en référence avec quelque chose qu'il ne maîtrisera pas tant que ça, en fait. Et pour moi, ce qui est important, c'est de le ramener à ses propres compétences, de le désactiver par rapport à ceux qui l'entourent et l'enjeu purement sportif de la place, en fait. En fait, moi, j'ai souvent dit, écoute, la place, tu verras quand tu seras à Chamonix, tu lèveras la tête, et le chrono, tu le verras quand tu verras la tête. Mais entre-temps, entre le point de départ et l'arrivée, qu'est-ce que tu as mis en place réellement par rapport à tes compétences? Est-ce que tu as fait des dénis au départ de ton allure? Est-ce que tu as eu des peurs, etc. Mais c'est vraiment le recentrer sur c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi les moments de vigilance, et être vraiment sur un projet personnel, on va dire presque autistique, c'est-à-dire être dans son truc à soi, et rester dans ce schéma le plus longtemps possible, parce qu'à un moment, ça dévie de toute façon. Et c'est aussi là qu'on parlait, pour moi, la ressource psychique, c'est justement quand ça dévie, avoir cette ressource psychique, parce qu'on a de la fraîcheur mentale, parce qu'on a de la vie, on a de l'envie, parce qu'on a aussi envie, la course a encore du sens, d'actionner des solutions. Et souvent, on n'actionne pas ces solutions. C'est, le plan A n'a pas marché, je rentre dans la voiture. Non, mais il y a des plans B, C, D, qu'il va falloir activer, mais il faut avoir de la ressource pour ça. Et donc, sur le plan mental, pour moi, c'est me confirmer qu'il a un projet perso qui ne dépend pas du peloton, être désactivé par rapport aux enjeux du peloton. Et puis, de toute façon, toute la semaine avant Chamonix, on te ramène tout le temps à qu'est-ce que tu vas faire, c'est quel temps. Ça va être, alors Ludo, top 10 cette année, une deuxième victoire. Enfin voilà, on n'est que là-dedans.
Donc, si on prend ça, on est décomposé. Donc, on peut répondre à ça, mais en se déconnectant tout de suite. Et c'est justement savoir exactement ce que l'on a à faire. Mais il n'y a que comme ça que ça marche, la performance. Et en fait, la performance, c'est une performance à soi. C'est comment on mobilise et on optimise au maximum ses compétences propres. C'est pas de commencer à se comparer. Mais le milieu nous amène vers là. Et moi, mon boulot, c'est de ramener l'athlète à sa propre ressource, en fait. Christophe, si je veux jouer les poils à gratter, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire à ce que tu as dit avant? Dans le sens où tu dis, François, on va quand même essayer de le faire courir un peu vite parce que ça va aller vite. Parce que par rapport à son ressenti à lui, tu vois, il faut que lui, il soit bien dans son projet d'entrée de jeu sans se poser 25 questions parce qu'il sent que ça va vite et qu'il... Oui. Est-ce que le fait de travailler sur les aspects mentaux en disant bah oui, accepte, c'est pas ta course elle est pas là, c'est pas ton point fort, accepte de l'être derrière, et on profite d'avoir Ludo qui a gagné l'UTMB après être passé 50e au Chapieux pour montrer que c'est possible. Et je pense que malgré tout ce qu'on dit en disant oui, c'était il y a quelques années, maintenant c'est plus possible, etc. Moi je pense que c'est toujours possible de revenir de l'arrière. Ça c'est mon avis. Après je suis pas le plus grand expert ici, mais je pense que c'est toujours possible. Et donc du coup ça peut être un peu contradictoire en disant oui, on essaye de travailler la vitesse. Alors si c'est travailler à haute vitesse pour avoir un coût énergétique sur le plat un peu meilleur, etc. Ok, ça je peux l'entendre, mais enfin c'est quand même beaucoup d'efforts à mon avis pour peu de gains sur quelques petites dizaines de kilomètres. Maintenant si c'est pour rester avec l'avant du groupe, bah, la question elle peut se poser de dire bah oui, accepte et notamment dans les premières descentes, etc. de se laisser décrocher et derrière tu reviens. Enfin je sais pas, c'est vraiment une question ouverte plutôt de vous les spécialistes qui entraînent les athlètes de haut niveau au quotidien, mais c'est une question que je me pose vraiment. Et Ludo peut-être aura un avis aussi, ça serait intéressant. Là, je quand même sur l'aspect contradictoire, en fait, moi je crois qu'on a le temps de faire un peu ça, c'est-à-dire remettre quand même des situations de départ de course, ce que par exemple il a pas en ce moment, tu vois, de courir sur des choses à 14, 15 à l'heure. Aujourd'hui, il a pas ça dans son registre depuis quelques temps. Donc, c'est aussi remettre des situations de ce type. Donc, ça, c'est dans la prépa. Et puis, d'aujourd'hui, on est le 17 juillet, je crois, jusqu'au 31 août, on a le temps de remettre des situations de ce type. Surtout qu'à côté, toutes les autres compétences, il les a plus ou moins cochées à date et on est plutôt à l'aise et on sait qu'il a ce qu'il faut. Et puis après, effectivement, le jour J et dans la stratégie de course, c'est de mettre en exergue et s'assurer que c'est pas un sujet d'être un peu débordé jusqu'au contamine. C'est à la fois d'être à l'aise avec ça, mais de pas non plus faire un déni sur le fait que on n'a pas travaillé ça et puis ça va être à l'aise. Je pense qu'il faut quand même se préparer à ça mécaniquement et puis sur une intensité et dans l'intention aussi. Voilà. Je voulais passer juste la parole à Ludo pour peut-être terminer ça pour deux raisons. La première, c'est parce que toi, en termes de remontée et en termes enfin, t'es connu pour ça et juste en termes de gestion d'allure. L'an dernier, je te vois passer au col de Notre-Dame de la Gorge. T'étais peut-être 30e ou quelque chose comme ça. Et la deuxième raison, c'est parce que l'an dernier, pareil, quand t'as été pacé par Arthur Joyeux-Bouillon sur ta Hard Rock 100, on t'entend sur une vidéo où il te dit, il va te donner les écarts et tu lui dis, je veux rien savoir. Je suis dans ma course, je veux pas savoir. Donc pour ces deux raisons-là, j'aimerais bien t'entendre sur tout ce qui a été discuté jusqu'ici. Ouais, donc ben voilà, exactement. Moi, les départs rapides sur l'UTMB, c'est pas une obligation. C'est vrai que la plupart des coureurs partent vite. Maintenant, moi, je préfère rester dans mon allure de confort en fait. Et je sais que ça sera déjà une allure que j'arriverai déjà même si elle est confortable au début, c'est une allure que j'arriverai même pas à tenir à la fin. Donc voilà. Mais après, je comprends que ce soit difficile pour des athlètes qui ont de l'ambition de lâcher en fait déjà en début de course la tête de course. C'est beaucoup plus facile, on va dire entre guillemets, d'avoir un contrôle sur la course quand on est aux avant-postes que d'avoir de derrière. Donc je suis partagé parce que peut-être que moi je manque un peu d'ambition sur la course parce que c'est plus un risque en fait de laisser trop filer la tête de course. On ne sait pas si on pourra remonter. Et voilà. Et la plupart du temps, je peux pas remonter jusqu'à devant, hein, c'est sûr. Mais voilà, je préfère rester dans mes sensations et je pense que aussi avec le paramétrage, on n'en a pas trop parlé, mais j'ai plus trop les capacités en fait de partir aussi vite et de griller autant de cartouches que certaines personnes. Et
Et si on revient en fait aux différences de départ sur la hard rock et l'UTMB, tu vois, la hard rock on doit partir à peut-être 4,30 en fait sur le plat et l'UTMB c'est 3,30. Donc voilà, il y a rien à voir quoi. Et il n'y a pas que le paramètre altitude qui rentre en jeu là-dedans quoi. Mais oui, c'est possible du coup de rester dans son allure, mais là, je reviens encore à la partie mentale. Du coup, ça peut être plus compliqué mentalement aussi de laisser filer la tête de course. C'était quoi le deuxième paramètre? Ouais, ben alors de me mettre dans la bulle. C'est vrai que ça fait 2 années de suite que je le fais sur la hard rock. C'est plus facile aussi parce qu'il y a moins de densité quoi. Je trouve que c'est plus facile à gérer comme ça. C'est sûr que si à l'hard rock je me trouvais dans les 20e, faut se poser la question parce qu'au final il y a 4-5 personnes qui vont aller jouer la course. Ouais, ça aussi c'est de pas tenir compte en fait des environnements extérieurs. Je trouve que ouais, ça demande, heureusement qu'il y a encore quelque chose qui vaut un peu sur l'expérience, ça demande un petit peu d'expérience et puis de force mentale là-dessus. Ouais. Annoncer aux coureurs, t'es 10e, t'es 20e, ça n'a absolument aucun intérêt parce que ça dépend tellement de la densité. L'UTMB, c'est sûr que voilà, on en a parlé déjà au début. Après, moi, j'ai un avis assez tranché sur le pacing. Moi, je pense que ça dépend vraiment de tes qualités, en fait. C'est pas la peine d'essayer de tenir la tête de course si tes qualités, c'est l'endurance. Et ton exemple, il est bon, mais il y a des exemples célèbres aussi, comme Antoine Guillon, par exemple, sur la Réunion ou sur d'autres courses. Et Antoine, t'es quelqu'un aussi qui était hyper endurant, qui avait pas forcément un gros moteur. Donc, si tu prenais l'idée de dire, bah, je vais être plus ambitieux, à mon avis, ça aurait été contre-productif. Et peut-être d'ailleurs, je crois le savoir qu'il l'avait un petit peu essayé un temps et que ça lui a jamais réussi. Et l'exemple le plus parlant, alors évidemment, vous allez me dire, je parle d'une époque de dinosaures, mais ça pas rien, ça. C'était déjà malgré tout, qu'on le veuille ou non, une course que tout le monde voulait gagner à l'époque, c'est Marco Olmo. Donc Marco Olmo, il avait 60 ans. Évidemment qu'il pouvait pas partir jouer avec des gamins qui avaient des VO2 max plus élevés que lui. Donc lui, il avait pas le choix. Et voilà, donc et les différents hommes-femmes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que comme les femmes ont des moins gros moteurs, mais plus d'endurance, bah, c'est aussi logique. On dit les femmes sont plus intelligentes, elles ont un pacing plus conservateur, etc. Mais en fait, ça correspond aussi naturellement à leur qualité. Donc, c'est en fait assez logique que ça se passe comme ça. Et on a le comportement qui est, à mon avis, en phase avec nos qualités. À l'inverse, un Jim, quand il part vite, c'est pas déconnant. Je veux dire, il a tellement réservé. C'est exactement ça. Je voulais dire, et puis j'ai oublié de l'ajouter, l'exemple inverse, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, il se forçait en disant, bon, là, on me dit que je pars toujours trop vite, etc. Donc, je pars en étant 30e. Pour lui, ce serait vraiment une grosse connerie parce que, en plus, lui, il est à l'aise d'un point de vue énergétique. Lui, courir à 3,30, c'est là où il est à l'aise, même économiquement parlant. Donc, c'est sûr que pour lui, ça a de l'intérêt. Alors après, mettre un sac avant chaque pied, c'est moins intelligent, mais c'est juste à mon avis. Non, mais ça, j'en ai déjà parlé avec lui. Et puis, c'est vrai qu'en fait, mais ce qu'il y a, c'est que c'est aussi après dur mental, c'est qu'au final, il se retrouverait tout seul, quoi. Il se retrouverait tout le temps tout seul parce que il pourrait tellement partir plus vite sur le début de course, en fait, sans justement avoir d'impact sur la fin de course, que ouais, se retrouver tout seul, est-ce que c'est une bonne idée aussi, quoi, donc. En tout cas, qu'il reste au moins avec la tête de course, pour lui, ça a vraiment du sens, c'est sûr. Après, vouloir être tout seul, c'est encore un autre. Ça peut être un peu plus critiquable, mais bon. Écoutez, j'espère que tous les aléas de l'enregistrement ne s'entendront pas trop dans le podcast. On a eu plein de discussions là super intéressantes sur la résistance aux dommages musculaires, sur le pacing, etc. Je vous propose qu'on fasse une conclusion de la partie 1 de cet épisode avant de passer à la partie 2 où on parlera entre autres de la nutrition. On fait juste un petit crochet avant de conclure par la rubrique Gollum met la lumière sur. Gollum, c'est un partenaire du podcast, de la saison 2 du podcast Courir Mieux, et chaque semaine, les auditeurs peuvent poser une question aux invités que je reçois. Donc ça se passe sur l'Instagram de Courir Mieux et de Gollum. Ouais, la question c'était, est-ce que des stratégies de pacing, comme on a pu voir là cette année avec par exemple Ruud Krofft, donc l'UTMB 2024 avec Ruud Krofft qui a fait une course plutôt précautionneuse et qui est remonté très fort sur la deuxième moitié de course, qui est une stratégie qu'on pourrait appeler la stratégie Pommeret. Est-ce que ça, c'est, selon vous, le futur un petit peu de comment le pacing va être de plus en plus géré sur l'UTMB, ou la meilleure façon de faire, ou est-ce que vous pensez que c'est des cas qui restent, je ne vais pas dire atypiques, mais occasionnels, et qu'on va quand même continuer à voir rarement ça? Alors, je peux commencer, du coup. Enfin, voilà, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais
Je pense que c'est plus risqué, et quelqu'un qui a vraiment l'ambition, son objectif c'est gagner, il n'ira pas dans cette stratégie-là, parce que justement elle dépend tellement en fait des autres. Laisser partir la tête de course, c'est aussi se dire est-ce que j'arriverai à en paître, est-ce que voilà. Et donc je pense que c'est pour quelqu'un qui déjà est solide mentalement, mais dont son seul objectif, c'est pas que la gagne. Il y en a beaucoup en fait qui partent sur UTMB où l'objectif, enfin je parle des élites, hein, c'est la gagne, et on peut pas laisser partir la tête, je dirais à plus d'un quart d'heure en fait, si vraiment on a des objectifs dessus. Enfin, c'est voilà, on sait pas. Enfin, c'est peut-être aussi ce que certains ont fait sur la Hard Rock, où on le laissait partir en disant de toute façon, voilà, il va trop vite, je reviendrai dessus plus tard. Mais ouais, si on veut vraiment la victoire, il faut être proche de la tête, à mon avis. Maintenant, c'est pas ma stratégie, évidemment, vous l'avez compris. Ouais, c'est un petit peu amusant que ce soit Ludo qui dise ça, avec ce qu'il a montré par le passé. Donc moi, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, à mon avis, le pacing, c'est pas une histoire de est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie. C'est dans l'absolu, c'est une bonne stratégie pour moi, pour mes qualités, parce que ça correspond à mes qualités. Et donc Ludo qui partirait avec la tête de course, ce serait une connerie. Jim, ce serait décroché pour dire je vais faire une approche conservatrice, ce serait une connerie aussi. Et que voilà, il faut faire comme nos qualités, notamment de vitesse intrinsèque, sage, VO2 max, VMA, endurance, tout ce que, enfin pas endurance, justement, vitesse intrinsèque versus nos qualités d'endurance, notre capacité à durer. C'est ça qui va déterminer si on part vite ou si on part doucement. Et donc, quand il disait tout à l'heure que parfois je manque de, pour moi, c'est voilà, c'est stylé, mais en même temps, je vois pas comment tu peux manquer d'ambition. C'est juste une fois que tu es intelligent et que tu fais avec tes qualités. Allez, j'en pose une toute petite, parce que une deuxième, mais toute petite sur cette rubrique-là. Je pense que la réponse va être facile. Est-ce qu'il faut forcément une VO2 max de plus de 80 pour remporter l'UTMB? Non. Non. Je dirais même plus loin, je pense qu'il y a 0 coureur d'ultra avec un niveau de max supérieur à 80, peut-être mis à part Kylian. Écoutez, ça me va bien comme réponse. Je vous propose qu'on se retrouve dans la partie 2 de cet épisode pour parler d'autres facteurs de performance sur l'UTMB. Et du coup, à de suite. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur comment gagner l'UTMB et ce que chaque athlète doit savoir pour réussir ses ultras. Je remercie For Endurance, partenaire de cette saison 2 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité dont la plupart sont composés en respectant la littérature scientifique. C'est pour ça que je les ai choisis pour m'accompagner dans mes entraînements et mes compétitions. En ultra, les apports énergétiques et l'hydratation sont cruciaux, donc cette semaine, je vous invite à découvrir la boisson Energy Unit Drink 90 de Endurance. Par flasque, elle propose 90 grammes de glucides avec de la maltodextrine et du fructose à un ratio 1,08 pour réduire les risques de problèmes gastriques et 300 mg de sodium pour compenser les pertes liées à la transpiration. Pour découvrir cette boisson, vous pouvez utiliser le lien présent en description de cet épisode. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 2, Gollum, Suunto et Wise. En description, vous trouverez des codes promo pour la plupart d'entre eux, n'hésitez pas à les utiliser pour vos prochaines commandes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode avec les mêmes invités, où on discutera cette fois de moins de facteurs de la performance en ultra, car un en particulier a émergé des discussions et a animé les débats pendant plus d'1 heure. Je vous dis donc à la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.